Je vais vous proposer de commencer ce forum où je vous accueille avec Frédéric Chéreau, coprésident de la commission santé de l'AMF. Merci Madame la Ministre de nous consacrer ce temps précieux pour ce forum ô combien important pour nos maires et nos collectivités. Quand la santé mentale se dégrade, comprendre pour agir. Donc nous allons avoir plusieurs intervenants que je remercie au nom de la commission d'être présents aujourd'hui, d'avoir travaillé avec nous cette question. Aujourd'hui, 20% de la population est concernée. C'est beaucoup de détresse pour nos jeunes. Et vous le savez, puisque vous êtes présents, c'est beaucoup de répercussions sur l'école, la jeunesse, le travail, les familles et bien sûr nos collectivités, nos communes. Nous parlerons bien sûr du fonctionnement des hôpitaux psychiatriques. Nous parlerons des structures médico-sociales. Il y a des vraies questions, Madame la Ministre, sur les délais d'attente. Et puis nous parlerons des actions de prévention que nos collègues élus, en lien avec les différents acteurs de ce secteur, mettent en place. Vous me le disiez, Madame la Ministre, l'important c'est d'entendre ce qui se fait sur les territoires et d'en prendre note et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà ce qui va guider cette table ronde ce matin. Nous parlerons bien sûr des conseils locaux de santé mentale. Et puis c'est bien sûr rappeler que le Premier ministre en a fait la cause nationale pour 2025 et c'est important. Mais le choix de ce forum avait été prévu bien avant, comme quoi nous étions déjà sur une concordance de nos priorités. Madame la Ministre sera avec nous jusqu'à la fin et nous vous laisserons bien sûr le temps une large part de ce temps pour conclure nos travaux, exprimer le point de vue des actions engagées et prendre les questions de la salle. Pour ma part, j'animerai la deuxième séquence. C'est Frédéric Chéreau qui va prendre en charge la première séquence, mais je vais appeler tout de suite Angèle Malattre-Lansac vers moi. Vous êtes déléguée générale Alliance pour la santé mentale. Vous êtes membre du groupe d'experts nommé par le Premier ministre. Et nous allons vous confier le soin de nous présenter en quelques chiffres l'état des lieux, ce qui permettra d'éclairer nos débats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le maire, Madame la ministre, Madame et Messieurs les maires. Ravie de pouvoir introduire ces échanges avec quelques chiffres sur justement ce dont on parle, sur la santé mentale, puisque c'est un sujet qui est très large. Effectivement, j'ai repris la dernière définition de l'Organisation mondiale de la santé pour vous dire qu'effectivement, santé mentale, c'est avant tout de la santé. Et donc, c'est l'état de bien-être qui va vous permettre d'affronter les difficultés, les sources de stress de la vie et de réaliser votre potentiel, de bien apprendre, bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Vous voyez, c'est une définition extrêmement large qui vous dit une première chose, c'est que nous avons tous une santé, toutes et tous une santé mentale, mais qu'effectivement, dans cette santé qui peut se dégrader et arriver sur des maladies, vous avez 20% de la population qui est touchée par des maladies psychiatriques, comme le disait Madame le maire précédemment. On a donc toute cette population avec des troubles qui sont plus ou moins connus, mais c'est vrai que ceux qui sont très fréquents, c'est les dépressions, les troubles anxieux. Vous connaissez aussi bien entendu les schizophrénies, les troubles bipolaires, les TOC, les TCA. Donc vous avez toute une série de troubles et vous avez une dégradation très forte qui fait que ce sujet, on en parle énormément, notamment depuis la crise sanitaire et notamment chez les jeunes avec les tentatives de suicide, mais également les troubles du comportement alimentaire et d'autres troubles qui se manifestent de plus en plus tôt. Alors, je vous ai fait cette slide-là pour vous montrer en fait à quel point ce sujet concerne l'ensemble des pans de la société et pas uniquement le monde sanitaire. Vous le voyez, vous, dans vos collectivités au jour le jour, mais ça touche effectivement, évidemment, le budget de la sécurité sociale. Premier poste de dépense de l'assurance maladie, les troubles psychiatriques coûtent, entre guillemets, plus cher que les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Pour l'ensemble de notre société, c'est 163 milliards d'euros de coûts directs et indirects. On inclut là-dedans tous les arrêts de travail, tous les incapacités, la baisse de qualité de vie, etc. Donc c'est un montant absolument colossal pour la société. Et puis vous voyez que l'ensemble des secteurs, la jeunesse, l'enseignement supérieur, le travail, la justice, la recherche, le social,
tous les secteurs en fait, de la société vont être impactés par la dégradation de la santé mentale telle que nous la voyons depuis le Covid. Alors, priorité peut-être aux questions de prévention et de sensibilisation. Je sais qu'on va parler de la question des troubles aigus et de ce à quoi vous êtes confrontés aussi au quotidien dans vos métiers, mais il y a tout un enjeu d'amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter et de prévenir au maximum la dégradation de la santé mentale des Français. C'est vrai que 75% des troubles se déclenchent avant 25 ans, donc vous avez toute une action à mener auprès des jeunes qui est extrêmement importante. La prise en charge est très tardive pour des raisons qu'on va expliciter et développer ensuite. Mais on a, par exemple, sur les troubles bipolaires, 8 à 10 ans de retard au diagnostic. Donc entre les premiers symptômes et le moment où on va poser un diagnostic, c'est évidemment énorme. Et puis vous avez cet enjeu de tabou, de stigma, dont il faut vraiment parler et sur lequel on est en train d'avancer, notamment depuis la crise sanitaire, avec des personnalités qui prennent la parole sur le sujet, mais on est encore avec la moitié des Français qui n'osent pas parler de leurs troubles et donc évidemment ne veulent pas avoir recours ou ne peuvent pas aussi, pour des raisons d'accès aux soins, avoir recours et aller chercher des soins. Et puis on teste souvent les Français pour savoir un peu quelle est votre perception. Aujourd'hui, un tiers des Français seraient gênés de partager leur repas ou de travailler avec une personne qui présente des troubles psychiques. La grande cause, c'est donc aussi cet enjeu de la grande cause qu'on porte avec tout un collectif d'acteurs depuis 1 an et demi. Donc on se réjouit vraiment de la déclaration du Premier ministre et de ce qui va arriver en 2025. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'agir vraiment sur l'amont, encore une fois, en déstigmatisant, donc essayer de changer le regard pour accélérer le recours aux soins, pour faciliter aussi l'accès aux droits des personnes qui sont concernées par les troubles, accompagner dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, encore une fois, dans le monde de l'emploi, dans la jeunesse, etc. Agir sur la prévention et enfin, évidemment, soigner et améliorer l'accès aux soins le plus précoce possible, bien entendu, avec un point spécifique sur les plus fragiles. Et puis une dernière slide pour faire un peu rêver. Quand on regarde ce qu'ont fait d'autres pays qui se sont mis sur ces sujets et ces campagnes autour de la santé mentale depuis plus de 15 ans, l'idée c'est d'essayer d'avoir ce cercle vertueux de changement de regard, d'une meilleure éducation et connaissance du sujet dans l'ensemble de la population pour avoir plus de prévention, un recours aux soins plus précoce, mais aussi pour faciliter l'attractivité, puisqu'on en parlera sans doute, mais c'est vrai que les métiers de la psychiatrie sont aussi assez stigmatisés et peu attractifs pour différentes raisons. L'idée aussi, c'est évidemment qu'on puisse avoir plus de ressources sur cette thématique et plus d'accès aux soins et aux droits. Voilà un petit peu ce qu'on peut envisager. Ça ne va pas se faire en 6 mois, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Madame Malatre-Lansac. Merci à double titre. D'abord pour avoir été finalement assez bref dans votre propos, ce qui permet que nous tenions le temps et en même temps pour avoir posé de manière très pertinente les enjeux de cette table ronde, avec quelques ordres de grandeur, quelques termes, quelques chiffres. Nous allons passer maintenant à la première table ronde, Madame la Ministre. Alors finalement, cette matinée va se passer en 2 temps, puisque quand on parle de santé mentale, au fond, c'est 2 cercles concentriques. Nous allons parler dans un premier temps de psychiatrie au sens strict. Comment ça fonctionne et où sont les enjeux aujourd'hui pour soigner nos concitoyens lorsqu'il y a les troubles les plus graves, les plus complexes. Et puis dans un deuxième temps, Claire prendra la main sur la deuxième partie de la table ronde pour parler de santé mentale au sens plus large et tout ce que peuvent faire les élus notamment justement pour faire de la prévention, pour désacraliser des sujets qui peuvent être parfois un peu tabous dans la population. Donc ce premier temps, je vais le premier temps sur la psychiatrie au sens strict. Je vais faire venir tout de suite nos 2 intervenants. Nicolas Lefebvre, adjoint au maire de Bailleul, président de l'EPSM des Flandres, qui a, Madame la Ministre, rencontré avec quelques autres élus votre cabinet la semaine dernière. Je te propose de t'asseoir, Nicolas. Et voilà, Antoine Pellissolo, psychiatre, également chef de service au CHU Henri Mondor. Je crois, si je suis à jour, président de CME de la PHP. Non, pardon, alors je confonds. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Chef de service au CHU Henri Mondor et premier adjoint au maire de Créteil. Aujourd'hui, on le constate, on le sait, et c'était le message que portaient les élus qui t'accompagnaient, on a un problème de crise de vocation, en tout cas de manque de psychiatres dans les établissements médicaux, dans les hôpitaux publics notamment. Si je prends l'exemple de l'hôpital que je préside, l'hôpital de Douai, on est à 13 postes ouverts et 6 sont occupés. Et je crois que c'est 88% des lits fermés dans les hôpitaux le sont d'abord par manque de personnel.
Ce qui veut dire derrière que nous ne sommes pas forcément toujours capables d'apporter les réponses que nous souhaiterions apporter lorsque nous rencontrons des personnes avec des troubles psychiatriques qui pourraient nécessiter une hospitalisation. De fait, il faut le dire, la psychiatrie est peut-être la spécialité qui a le plus tôt et le plus largement fait son virage ambulatoire. Aujourd'hui, la psychiatrie se passe même largement en ville, même si ce sont des antennes de l'hôpital, mais pas forcément dans les locaux même de nos hôpitaux. Une grande partie de l'activité se passe en consultation. Et je crois que le rapport entre le nombre d'hospitalisations et le nombre de consultations est de 1 à 50 en psychiatrie. Pour autant, parfois, il est nécessaire d'hospitaliser. Et lorsqu'on hospitalise, ça peut être pour des délais relativement longs, parfois pour plusieurs mois. Je terminerai ce propos introductif en revenant sur les maires que nous sommes, les maires élus que nous sommes. Souvent, justement, le sujet de la santé mentale, nous élus, et nous en avons parlé, Madame la Ministre, en tant que maire, vous me confirmiez que c'était aussi votre expérience, nous rencontrons le sujet de la santé mentale par le petit prisme de la question de l'ordre public. Quand nous avons une personne qui décompense ou qui vocifère sur l'espace public, qui s'en prend, comme ça a été le cas chez moi, par exemple, à des commerçantes dans leur magasin, ou des voisins qui nous disent, voilà, dans mon immeuble, j'ai une personne qui vocifère la nuit, qui bouge ses meubles, qu'est-ce que je fais? Nous pouvons demander des hospitalisations d'office. Derrière, le sujet est aussitôt entre les mains du psychiatre qui décide ou pas de garder la personne, de l'hospitaliser, de prescrire ou de modifier la prescription, mais nous ne pouvons pas, nous, maires, choisir le délai d'hospitalisation. Et de toute façon, parfois, ce sont les moyens qui président au choix que fait le psychiatre. Alors, sur ce sujet comme sur d'autres, les maires sont capables d'innover. Il y a des territoires, et on en parlait, enfin, le maire de Saint-Priest interviendra tout à l'heure, où on est capable de réunir tous les acteurs du sujet autour d'une même table sur un cas complexe pour se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est quelque chose que j'essaie de faire à Douai aussi. Il y a des situations, et je l'expérimente en ce moment avec une association à Douai, on se dit est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des pensions de famille spécialisées pour des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il n'en reste pas moins que ce sujet de la psychiatrie au sens médical du terme, pour les personnes, les cas les plus complexes, c'est un sujet que les maires rencontrent au quotidien et sur lequel ils ont aujourd'hui besoin de réponses. Je ne vais pas faire plus long. Je remercie nos deux intervenants de leur présence et je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Lefebvre, adjoint au maire de Bailleul. Nicolas. Merci Frédéric. Bonjour à tous, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, comme Frédéric l'a dit, avec 11 de mes collègues présidents de conseil de surveillance d'établissements publics de santé mentale, nous avons fait le choix, il y a quelques semaines, de vous écrire, Madame la Ministre, pour vous alerter sur la situation particulièrement alarmante de la psychiatrie publique. C'est un sujet que forcément vous connaissez et nous avons eu la chance d'être reçus la semaine dernière par vos deux directeurs adjoints de cabinet, et Madame Chenaille est présente ici et je la remercie à nouveau du temps qu'elle nous a accordé. Et effectivement, nous souhaitions mettre en lumière quelques difficultés que nous rencontrons sur les territoires. Ce sont les fermetures de lits, ce sont les fermetures de CMP, d'hôpitaux de jour, ce sont des délais qui ne font qu'augmenter pour pouvoir accéder à une offre de soins ambulatoires. Et si je fais une parenthèse sur les fermetures de lits, moi je me suis amusé, entre guillemets, depuis 2 ans et demi à faire mon mini-observatoire de la fermeture des lits au niveau national. Alors, je n'ai pas forcément toutes les données, mais la presse quotidienne régionale nous offre un certain nombre de possibilités. Et je suis arrivé en 2 ans et demi à 700 mouvements de fermeture de lits définitives ou provisoires. Et du coup, à la fin, ça ne m'amusait plus. Parce que je me dis, où est-ce que ça va s'arrêter? Donc effectivement, comme Frédéric l'a dit, on a pris toutes et tous la crise de la démographie. On a environ en France entre 30 et 35% de vacances de poste. C'est ce qu'on retrouve aussi chez moi dans l'établissement de l'EPSM des Flandres. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à répondre à toutes les sollicitations. On a des patients qui sont hospitalisés très loin de chez eux et donc c'est contraire à l'esprit de la sectorisation. Et c'était le message qu'on voulait faire passer. Et donc votre cabinet nous a invités, puisqu'on n'était pas là uniquement pour dénoncer, c'était pas le but. Le but c'était de pouvoir contribuer modestement au niveau qui est le nôtre. Donc nous avons été invités à faire des propositions et nous saisissons cette proposition et nous vous enverrons d'ici aux vacances de Noël les propositions qui seront concrètes et qui viennent des territoires. Et on a peu de temps et
Madame Peignet disait en intervention que vous souhaitiez savoir ce qui marche sur les territoires. Et moi, j'ai une expérimentation à mettre en lumière ici ce matin. C'est le projet Pluton. Le projet Pluton, c'est l'universitarisation des territoires. Et dans le département du Nord, on a 4 secteurs de psychiatrie qui participent à Pluton. Et Pluton permet à des internes de ne pas faire un stage au CHU, mais de faire un stage dans les établissements. Et ils valident un semestre comme s'ils étaient au CHU. Et on s'est aperçu que grâce à ça, on avait retrouvé une forme d'attractivité. Là où les internes étaient concentrés dans les CHU, maintenant ils viennent jusque dans les territoires, et parfois un peu plus ruraux, ce qui est le cas de l'EPSM des Flandres. Et ça, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être dupliqué au niveau national, là où c'est possible, là où on a aussi des professeurs de psychiatrie qui seront intéressés par mener ce type d'expérience. Et après, une autre proposition, moi je souhaiterais peut-être aussi qu'on puisse réfléchir à une nouvelle territorialisation des lits. Je m'explique. Quand un service ferme, quand des lits ferment, eh bien, le président du conseil de surveillance se prend les syndicats, se prend les habitants, se prend tout le monde. L'agence régionale de santé, le cabinet des ministres prennent les députés, les sénateurs qui écrivent. Et c'est toujours violent. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à une nouvelle forme de territorialisation des lits sur les territoires. Une territorialisation qui serait négociée avec les médecins, qui serait négociée avec les élus, qu'on mette tout le monde autour de la table et qu'on puisse réfléchir là où il serait intéressant de mettre les lits pour qu'on puisse avoir une permanence des soins solides, mais qu'on puisse aussi avoir un accès, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont du mal, parfois dans les territoires ruraux, à venir voir leurs proches. Et donc ça, c'est aussi une proposition que je mets sur la table, réfléchir à cette territorialisation des lits. Et je pense qu'avec mes collègues, on est prêt à réfléchir aussi sur ce point-là, parce que ça demande peut-être un peu plus de temps pour y réfléchir, mais en tout cas, voilà, moi je suis prêt à m'inscrire là-dedans. Et je lance aussi peut-être une invitation à Madame la Ministre. Si, je sais que vous êtes venu dans le Nord il y a quelques jours, mais si vous souhaitez venir rencontrer les professionnels qui s'occupent de Pluton, moi je vous invite sur le site historique de Bailleul. Et en plus, sur le site historique de Bailleul, on va y construire une unité pour malades difficiles. Donc on travaille avec le CHU, puisqu'il n'y en a pas au nord de Paris. Voilà, donc c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de revenir dans le Nord et de pouvoir parler de ces deux sujets. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Et je vais passer la parole à Antoine Pellissolo, qui a la double casquette d'élu et de médecin. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai qu'une tête, je vous rassure, j'ai deux casquettes. Mais, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci vraiment pour l'invitation. Je vais essayer de prolonger cette première prise de parole avec laquelle je suis entièrement d'accord. Je vais essayer de faire 3 observations et 3 propositions également dans les petites 5 minutes là, qui me sont imparties. D'abord, on m'a demandé plutôt de parler des situations en effet assez lourdes, assez aiguës, qui sont celles que les maires ou les municipalités peuvent rencontrer avec des personnes qui sont souvent pas encore prises en charge, qui ont des troubles du comportement, qui posent des problèmes de sécurité ou d'ordre public. Je voudrais quand même d'abord rappeler que ce sont des situations très exceptionnelles, très rares, par rapport à la fréquence qu'on a vu tout à l'heure des troubles mentaux. Ce sont vraiment les exceptions. Et il faut se méfier des amalgames. Je pense que vous le savez, mais malheureusement, les médias notamment ont tendance à mettre le focus sur les côtés spectaculaires de la chose, et c'est toujours assez délétère. Donc, premier point, exceptionnel. Deuxième point, c'est toujours des situations très complexes. Les pathologies en cause sont souvent lourdes, et puis il y a des problèmes évidemment humains, juridiques, éthiques qui sont complexes dans ces cas-là. Il y a toujours le conflit dans ces cas-là entre le besoin d'ordre, le besoin de sécurité, et de l'autre côté, le droit, les libertés individuelles, le droit de se soigner ou de ne pas se soigner. En tant que médecin, nous, on est confrontés à ça tous les jours. Et évidemment, il y a des cas où on est obligé de forcer un peu le passage. Il y a des règles de loi qui permettent de le faire quand on pense que c'est indispensable, mais c'est jamais simple. Et donc, ce que tu évoquais sur effectivement la décision qui va suivre et la manière d'organiser les choses, c'est souvent aussi impacté par cette problématique humaine vraiment très, très compliquée. Et puis le troisième point qui ralentit, qui pose problème, c'est évidemment les moyens, évidemment le manque de ressources. On a des pénuries à la fois de personnel et de place. Et donc, il y a toujours des obstacles, des freins à une bonne prise en charge. Mais notre objectif collectivement, c'est d'y répondre au mieux. Alors c'est pour ça que j'ai en tête 3 types de mesures, ou en tout cas de démarches, probablement qui vont dans la bonne voie.
parmi les centaines qui ont été évoquées, qui sont mises en œuvre depuis quelques années, notamment dans le cadre de la délégation ministérielle, mon ami et collègue Franck Bellivier a enclenché beaucoup de choses depuis quelques années. Il reste beaucoup à faire, mais parmi celles-ci, il y en a qui sont encore plus, je pense, nécessaires à pousser. Je vais reciter les CLSM, parce qu'en premier lieu, le CLSM, on en reparlera, c'est vraiment le lieu à la fois de concertation, d'interconnaissance des acteurs qui est incontournable, indispensable. Il n'y en a pas assez. Les endroits où il y en a, ça marche bien. Je pense que vraiment tout le monde est convaincu de ça. Ça permet à la fois donc, que les acteurs se connaissent, parce que sinon ils ne connaissent pas. Les personnes de la municipalité ne connaissent pas les journées d'hôpital, quand c'est des grandes villes notamment. Ils ne connaissent pas les acteurs sociaux, les acteurs de l'éducation nationale. Se mettre autour d'une table, se voir tous les mois, en tout cas, c'est vraiment essentiel pour bien travailler ensemble. Et en plus, on dépiste en effet en amont, le plus tôt possible, les situations avant qu'elles ne s'aggravent, parce que ce qu'on veut à tout prix, c'est éviter la grande crise. Et quand on peut désamorcer ça avant, c'est quand même la meilleure solution. Je suis désolé, je suis obligé de me tourner de temps en temps derrière parce que c'est pas très poli, mais je m'en excuse. Deuxième aspect qui va avec ça, mais qui nécessite quand même des moyens très, très spécifiques, c'est des équipes dédiées à cette activité. Alors tu disais, on fait beaucoup de choses dans la ville, c'est évident, beaucoup de choses sont ambulatoires, mais c'est souvent des choses quand même qui sont programmées avec des consultations parce qu'on est débordé de demandes. Les délais d'attente dans les CMP, je pense que vous les connaissez. Et donc rajouter à ça une activité hyper réactif pour aller au-devant d'une personne qui va mal sur un signalement, ça prend une demi-journée parce que souvent il y a le déplacement, il faut y passer du temps, il faut des compétences très spécifiques et ça ne peut pas se rajouter à l'activité de base d'une équipe qui est souvent déjà très en difficulté. Donc il faut créer des équipes mobiles qui soient... Donc mobiles, ça veut dire qu'ils puissent aller au domicile ou dans la rue quand il faut, pour ces situations, pas que les plus graves évidemment parce qu'elles sont rares, mais sur les situations un peu chaudes qui demandent une intervention en amont, des compétences et du temps. Alors là aussi, ça existe, on sait que ça marche, et donc c'est ça qu'il faut à tout prix pousser. C'est pas, à mon avis, ce qui coûte le plus cher, parce que c'est pas forcément des grosses équipes, c'est pas H24, il en faut quelques-unes sur un département, après c'est à l'échelle de chaque territoire, mais il faut que ça soit différencié du soin courant, parce que sinon les gens sont débordés, ils n'y arrivent pas. Et puis troisième chose, là où quand même il y a un obstacle majeur, ce sont les places d'hospitalisation, évidemment, parce que quand on est réticent à recevoir un patient en hospitalisation parce qu'on n'a pas de place, évidemment, on repousse les choses et les personnes ne sont pas bien soignées. Et on arrive à la crise et c'est l'explosion. Donc les services sont engorgés, il y a des lits fermés. Alors il y a eu, je pense, beaucoup de lits fermés pour des bonnes raisons. Et puis maintenant, on a des lits suspendus parce qu'on manque de personnel. Il faut renclencher la pompe, mais renclencher la pompe dans des bonnes conditions pour que les personnels qui reviennent, j'espère qu'ils vont continuer à revenir, restent et avec des bonnes conditions de travail. Et pour ça, il faut désengorger les services d'hospitalisation. Bon, vous connaissez les chiffres, je pense. Moi, je dirige le plus gros service de la PHP en psychiatrie, 90 lits. On est tout le temps en suroccupation de 100, 105, 110%. Donc ça veut dire qu'on rajoute des lits là où il ne faudrait pas y en avoir. Et surtout, on est engorgé par au moins deux problèmes qui ne devraient pas nous revenir. C'est les situations de chronicité un petit peu obligées par dépendance psychique. On a des patients qui sont rétablis, à peu près, qui sont stabilisés en tout cas, mais qui restent dépendants et qu'on voudrait adresser à des structures médico-sociales pour des hébergements adaptés ou des lieux de vie adaptés. Ils sont tous saturés. Un exemple, dans mon service, on a 20 ou 30% des lits qui sont bloqués, mais vraiment bloqués, par des situations comme ça, ce qui fait que forcément on déborde. Les délais d'attente, je ne sais pas si vous avez une idée, si vous ne le faites pas sur le terrain, trouver une place en médico-social, c'est dans un foyer, une maison d'accueil spécialisée qui est souvent indispensable pour des gens qui ne peuvent pas vivre autrement. Ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 an. Moi, j'en ai qui sont dans mon service depuis 5 ans, voire plus. Parce qu'il y a les délais MDPH qui sont très longs et ensuite il y a les délais de trouver une place. Et on finit en Belgique de temps en temps parce que souvent on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est énorme comme situation, je sais bien, mais ça coûtera moins cher de créer des foyers, des places en foyer, que de garder des patients dans des lits d'aigus qui ne sont pas faits pour ça et qui coûtent plus cher. Ça, tout le monde le sait, mais je pense qu'il faut vraiment amplifier le mouvement dans cette direction-là, ça sera pour être que bénéfique. Et dernier point, pour désengorger aussi, mais plus qualitativement, je dirais, les services qui concernent les patients les plus... Alors, encore une fois, à l'extrême du spectre, mais les plus difficiles à gérer en termes de comportement, de violence. On les a aussi dans les mêmes services. Dans les mêmes services, on a des patients qui viennent pour une dépression, bon, souvent assez grave, et des patients qui ont commis des actes parfois très très graves, parfois des meurtres. Et on se retrouve dans les mêmes unités, parce qu'on n'en a pas d'autres.
la solution adaptée, ce sont les UMD, les unités pour malades difficiles, qui, pour une part des patients, sont indispensables. Alors pareil, désolé, je vis ma vie de psychiatre. Dans mon service, on a 4 patients en ce moment qui sont dans ces situations-là, qui ont des situations de violence, avec, notamment sur nos personnels soignants, beaucoup d'arrêts de travail secondairement. Est-ce que vous avez une idée du délai d'attente pour obtenir une place en UMD? Moi, j'ai plusieurs patients pour lesquels on a fait la demande et qui ont été acceptés en termes de « OK, on vous met en liste d'attente ». Ce n'est pas une semaine. Ça serait de l'aigu, normalement, c'est de l'urgence. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 3 semaines. Ceux que j'ai actuellement, c'est du mois de juillet, ceux qui attendent des places dans une UMD. Il n'y a pas assez d'UMD, donc je suis ravi de savoir que certaines vont être rajoutées. Il y en a 10 en France, il y a 640 places. On fait le ratio par rapport au nombre de personnes qui en ont besoin, c'est bien trop bas. Alors là aussi, ça demande des moyens, mais je pense qu'il faut concentrer l'effort là où il peut être utile. Et je pense que sur ces 3 points, donc les CLSM, je résume, les équipes mobiles et les UMD, avec déjà ça, je pense que ça nous simplifierait beaucoup la vie pour ensuite répondre à à une partie des besoins. Évidemment, les besoins ils sont beaucoup plus larges. Merci de votre attention. Merci beaucoup Nicolas, merci Antoine, vous restez de toute façon avec nous sur le côté. Un type de public d'ailleurs dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les adolescents. Il y a un sujet spécifique de la psy chez les adolescents et je le constate aussi chez moi et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'hôpitaux. Souvent ces patients on ne sait pas où les mettre, s'il faut qu'on les garde un petit peu. En pédiatrie c'est pas satisfaisant parce que ce sont des malades psychiatriques. Et quand on les met en psychiatrie adulte, c'est pas satisfaisant non plus parce qu'ils peuvent se retrouver à côté de patients adultes avec lesquels la cohabitation n'est pas forcément simple. Vous l'avez d'ailleurs annoncé, Madame la Ministre, avec Monsieur le Premier Ministre, il y aurait la création de beaucoup de maisons des adolescents. Alors c'est d'ailleurs un engagement qui va demander pas mal de moyens, mais je pense que ça répond à un vrai sujet. Puis je descends encore en âge et voilà, c'était la transition pour accueillir notre intervenant suivant, notre grand témoin qui va... en quelques minutes, faire la transition entre les 2 tables rondes. Étienne Pau est délégué interministériel en charge de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Alors, je pense que vous allez nous redire qu'on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Les troubles du neurodéveloppement et les troubles psychiatriques sont 2 sujets distincts. Il n'empêche que les troubles du neurodéveloppement font peut-être l'objet d'un diagnostic insuffisant. Des troubles du neurodéveloppement mal pris en charge de manière précoce peuvent conduire ensuite à des troubles psychiatriques, ne serait-ce que par l'effet d'isolement, d'échecs scolaires, etc., que ça induit. Donc nous voulions vous inviter à prendre la parole sur ce sujet-là avant de passer à la 2e table ronde que conduira Claire Peignet. Merci beaucoup. Et j'ajoute, Monsieur Pau, que vous êtes médecin de santé publique, et vous êtes sur cette fonction de délégué interministériel depuis pratiquement pile 1 an. Je vous cède la parole. Merci à vous. Alors je précise, je suis médecin de santé publique et de formation, je suis également médecin addictologue. Donc j'ai travaillé beaucoup avec mes confrères psychiatres dans mon activité clinique, donc ce qui permet aussi d'avoir ce regard peut-être un peu conjoint. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers élus, donc vous dire, comme vous l'avez très justement rappelé, je porte une stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement qui intègre l'autisme, les troubles dys, donc dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du développement intellectuel. On pourrait se dire que finalement c'est une définition assez restrictive parce qu'en réalité il y a un certain nombre de maladies psychiatriques notamment qui pourraient aussi relever de trajectoires neurodéveloppementales dès la naissance. Le message que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est que bien évidemment les troubles du neurodéveloppement ne sont pas en effet une cohorte de maladies psychiatriques, ne sont pas un sujet de santé mentale à proprement parler. Pour autant, vous tous dans la salle, élus, maires de communes, je pense que vous êtes confrontés à un certain nombre de personnes qui peuvent présenter des troubles, qui parfois sont qualifiés de troubles du comportement et sur lesquels vous ne pouvez pas, avec vos équipes, faire la différence entre est-ce que ça relève de la santé mentale ou est-ce que ça relève des troubles du neurodéveloppement. Je pense notamment à ce qui peut se jouer à l'école, bien sûr, dans le bâti que vous gérez, dans les lieux de culture, dans les lieux de sport, dans vos différentes communes. Ce qui est important, c'est de se rappeler que ces troubles du neurodéveloppement, c'est des trajectoires neurodéveloppementales. Autrement dit, il n'y a pas de plafond de verre. Les enfants, dès la naissance, ils ont un trouble du neurodéveloppement et ils pourront toujours progresser, et je pèse mes mots. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes adultes qui présentent des troubles du comportement et qui n'ont pas pu bénéficier d'un repérage et d'un diagnostic précoce de qualité. Pour des raisons que l'on connaît, historiques dans notre pays, qui est que pendant très longtemps, on a notamment culpabilisé les mamans, avec un accompagnement psychanalytique qui, encore une fois, n'a pas du tout sa place dans le champ des troubles du neurodéveloppement, et qui conduit aujourd'hui à ce qu'on ait des jeunes adultes
qui ne sont pas en capacité de communiquer, ne sont pas en capacité d'interagir, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de ce repérage et de cette intervention précoce. Concernant les solutions dans le médico-social, et c'était évoqué par Antoine Pellissolo, il y a certes un sujet de file d'attente dans les établissements et services médico-sociaux, mais je le dis aussi avec force, il y a une vraie question à se poser sur le mouvement entre ces établissements. Est-ce qu'aujourd'hui, il est acceptable que tous les enfants qui rentrent en institut médico-éducatif ne sortent jamais de leur parcours médico-social? C'est un véritable enjeu de réévaluer de façon diagnostique, faire du rattrapage diagnostique dans ces établissements. C'est ce que l'on porte au travers de cette stratégie nationale et c'est un enjeu co-porté avec le champ de la psychiatrie pour que les psychiatres qui accueillent des personnes chroniques dans les services notamment et présentant des troubles du neurodéveloppement puissent faire cette réévaluation, se dire en fait c'est pas une maladie psychiatrique, ça ne mérite pas des traitements au long cours, ça ne mérite pas parfois quand même un certain nombre de polyprescriptions, ça mérite un accompagnement en dehors du champ sanitaire et bien évidemment adapté aux envies des personnes. C'est donc aussi un point de vigilance vis-à-vis des adolescents et des jeunes adultes, parce que ce soit dans le champ des troubles du neurodéveloppement ou dans le champ de la population générale, l'apparition des maladies psychiatriques connaît un pic d'incidence sur ces âges-là, et c'est la raison pour laquelle nous réunissons des adolescents et des jeunes adultes concernés par un trouble du neurodéveloppement pour réfléchir avec eux sur la meilleure façon de prévenir l'apparition de ces troubles psychiques. Est-ce que, pour résumer, est-ce que quand j'ai un trouble du neurodéveloppement et qu'une maladie psychique ou une maladie psychiatrique apparaît, est-ce que je dois bénéficier de dispositifs de prévention qui sont différents de ceux de la population générale? C'est la question que l'on pose aujourd'hui et ce sur quoi on travaille. Je voulais, pour finir, rappeler 3 points. Un enjeu de simplification de l'ensemble des dispositifs médico-sociaux. Et je sais que Madame la ministre Geneviève Darrieussecq connaît bien ces sujets qu'elle a eu à gérer dans ses précédentes fonctions. Je le porte aujourd'hui aux côtés de Paul Christophe et de Charlotte Parmentier-Lecoq. On a aujourd'hui quand même des dispositifs scolaires, notamment pour accueillir des enfants en situation de handicap, qui sont, il faut le reconnaître, pour les familles comme pour les élus, relativement peu lisibles. Je vous fais une petite liste. UEMA, UEA, que je porte par ailleurs dans la stratégie, ULIS, DAR, SECPA, qui accueille aussi parfois des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement. Vous rajoutez les anciennes unités externalisées qui existent encore par endroits. Vous rajoutez la scolarité en IME, en ITEP, en DITEP. Tout ça est compliqué. Il y a les plateformes d'appui scolarité qui viennent, les pôles d'appui à la scolarité qui viennent coordonner l'ensemble et simplifier ce que l'on peut sur le sujet, mais je crois qu'il va falloir aller encore plus loin. Et la question que je pose aujourd'hui et qui, je crois, doit se réfléchir avec les communes qui accueillent tant d'écoles, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas confier à un ensemble de professionnels la responsabilité d'être positionnés sur les écoles aux côtés des 170 000 AESH de notre pays et qu'ils puissent s'organiser de façon nettement plus souple, à l'image notamment de ce que l'on porte qui s'appelle l'autorégulation à l'école. On a des professionnels du médico-social qui interviennent directement dans les classes ordinaires. Venant de ce secteur, j'ai tendance à penser qu'on peut faire confiance aux professionnels pour qu'ils puissent s'organiser et faire les meilleures solutions d'accueil et d'appui et que le tout soit lisible et parfaitement compréhensible par les familles. J'insiste aussi sur un dernier point, les formations croisées, avec un enjeu fondamental. À mon arrivée, j'ai constaté, je ne vais pas dire avec surprise, parce que malheureusement j'avais eu à expérimenter ça, qu'on peut avoir des dispositifs scolaires dans notre pays où nous avons un enseignant qui est formé côté académique et côté éducation nationale, et des professionnels du médico-social qui sont formés côté organisme gestionnaire. Ces mêmes professionnels travaillent au sein d'une même unité, ensemble, 8 heures par jour. Je crois qu'il est fondamental que ces professionnels puissent bénéficier de formations communes, conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé, déjà pour développer une culture professionnelle commune, c'est fondamental. Je suis convaincu qu'on travaille mieux ensemble, qu'on a bénéficié des mêmes formations. Et c'est ce que l'on va expérimenter progressivement en accord avec les ministres en charge de ces sujets dans une région, d'abord la région Occitanie, où nous allons expérimenter et voir comment on peut construire ces formations croisées. J'y crois, c'est fondamental. Il faut que ça intègre aussi les professionnels de la petite enfance, mais aussi, sans problème, les professionnels travaillant dans les collectivités. Pour finir, je souhaitais souligner l'investissement total de Daniel Fasquelle à nos côtés sur ce sujet des troubles du neurodéveloppement et qui a accepté que l'on puisse travailler avec vous tous et donc l'Association des maires de France, l'écriture d'une convention très claire partagée entre la délégation interministérielle et l'Association des maires de France pour mettre en place des outils extrêmement pratiques
pour l'ensemble des communes, pour les sensibiliser à comment accueillir au mieux les troubles du neurodéveloppement, mais aussi comment vous donner les clés pour accéder aux plateformes diagnostiques. Parce que je ne veux pas me voiler la face, je sais que l'enjeu dans vos communes, c'est aussi quand vous avez des enfants ou des adultes qui présentent des troubles non diagnostiqués, c'est comment accéder à ces plateformes diagnostiques. Et là, pour finir, je souhaitais vous dire que nous avons un vaste sujet à ouvrir, c'est que nous avons un adressage vers ces plateformes diagnostiques aujourd'hui qui est trop médical dans notre pays. On ne peut pas avoir uniquement les médecins, étant médecin moi-même, je le dis, on ne peut pas avoir uniquement les médecins qui sont en charge d'adresser vers des plateformes diagnostiques. Le repérage des troubles du neurodéveloppement n'est pas qu'une affaire de médecins, n'est pas qu'une affaire de psychiatre, n'est pas qu'une affaire de neurologue, n'est pas qu'une affaire de pédiatre. Il faut que l'on puisse adresser à des plateformes diagnostiques en faisant confiance à des professionnels formés qui peuvent être de différentes catégories professionnelles. Je crois que c'est la clé pour les enseignants en milieu scolaire, pour les professionnels de la petite enfance, pour tous les professionnels qui connaissent quand même aussi beaucoup ces troubles du neurodéveloppement. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai dépassé d'1 minute, toutes mes excuses et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois que ce que vous avez dit il y a quelques instants sur le fait de partir du principe de confiance vis-à-vis des acteurs locaux dans un esprit de souplesse, ça parlera beaucoup aux maires que nous sommes. Merci Monsieur Pau. Je cède la parole à Claire Peignet pour la deuxième partie de notre table ronde. Claire, c'est à toi. Merci. Je vais appeler pour cette deuxième table ronde Daniel Fasquelle et Gilles Gascon près de moi. Agir pour prendre soin de la santé. Je vous en prie, installez-vous. Alors, les maires, on intervient déjà dans beaucoup d'actions. On pourrait parler de l'aménagement du territoire, des déterminants de santé. Tout est important à prendre en compte dans nos politiques par rapport à la santé mentale. Puis là, ce que je vous propose aujourd'hui pour cette deuxième séquence, c'est de recueillir vos témoignages et vos propositions en partant de l'expérience dont on vient de parler. C'est la progression très nette des CLSM. Aujourd'hui, en 2023, le chiffre, on était à peu près à 270 centres ouverts. Il y a une nette progression depuis 10 ans. Il faut poursuivre. C'est l'outil de coordination, de dialogue, de partage et d'action pour prendre en compte les actions de nos élus et de nos territoires en santé mentale. On l'évoquera peut-être. Faire circuler l'information, c'est peut-être aussi aller au-delà de certains blocages. On a parlé du secret médical. Je pense que vous y reviendrez. Donc, on a des vraies questions et il va y avoir des propositions pour pouvoir avancer et proposer des solutions bénéfiques à nos habitants, aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. Il faut à un moment se dire les choses dans un lieu de confidentialité. Mais si on ne partage pas totalement les informations, on passe à côté de situations qui peuvent être extrêmement sensibles, voire dramatiques. Voilà, donc je vais donner d'abord la parole à Daniel Fasquelle. Alors, effectivement, vous êtes le maire du Touquet Paris-Plage. Vous êtes membre du groupe d'experts nommé par le Premier ministre. Et effectivement, Monsieur Pau le disait, vous êtes un petit peu notre expert puisque vous avez présidé le groupe de travail autisme de l'AMF et à ce titre contribué à l'élaboration du guide de l'AMF intitulé « Agir pour l'inclusion des personnes autistes ». Alors je vais vous laisser la parole sur bien sûr votre expérience avec peut-être un focus que vous avez choisi de développer parce que les maires sont aussi des employeurs. Absolument. Bon, bonjour à tous, Madame la ministre. Alors oui, il y a deux sujets qu'il ne faut pas confondre, le sujet de la santé mentale et le sujet de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, comme l'a rappelé Étienne Pau. Donc j'ai eu la chance, effectivement, alors j'étais député, j'avais déposé une proposition de loi pour que l'autisme soit la grande cause nationale en 2012. J'ai créé ensuite le groupe d'études autisme à l'Assemblée nationale. Et puis en 2020, j'ai fait le choix de revenir de la mairie. Voilà. Donc je suis maire, j'ai quitté l'Assemblée nationale du fait du non-cumul des mandats. Et à l'époque, François Baroin m'a demandé d'animer un groupe de travail sur l'autisme au sein de l'AMF qui a débouché sur un guide de bonnes pratiques. Nous avions présenté il y a 2 ans, Madame la ministre, vous étiez présente ici déjà. Et ce guide, il est évidemment à votre disposition. Et cet après-midi, je vous invite, si ce sujet de l'autisme vous intéresse, à un débat ici dans l'une de ces salles avec Caroline Delage sur le projet 11 de légende où, avec le Paris Saint-Germain,
Une expérience a été montée qui est absolument formidable et qui réussit, qui se répand maintenant en France, de faire jouer au football des jeunes autistes et des jeunes enfants passionnés de football pour arriver à créer un lien, un dialogue, faire bouger les choses, changer aussi le regard. C'est une très belle expérience qui sera rappelée cet après-midi si ce sujet vous intéresse. Alors, pour revenir à la santé mentale, la santé mentale, c'est évidemment les situations de crise que l'on peut connaître en tant que mère, dans les foyers, dans la rue, parfois à l'égard des mères. Il y a des mères qui ont fait l'objet d'agressions. Ça a été... la presse en est fait largement l'écho. Je pense aux maires de Morlaix, aux maires de Saint-Brieuc, qui ont été victimes d'agressions. Mais je crois qu'il ne faut pas voir le sujet de la santé mentale qu'à travers ce prisme. La santé mentale, c'est un sujet qui est beaucoup plus large, qui dépasse la seule question des spécialistes, des maladies mentales et des situations de crise. Et si on reprend la définition de l'OMS, on s'aperçoit que finalement, cette question de la santé mentale concerne l'ensemble des élus et concerne l'ensemble de la population. Angèle l'a rappelé tout à l'heure, mais je veux quand même la redire, cette définition. Qu'est-ce que la santé mentale? C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et alors surtout, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc on est bien sur un sujet qui nous concerne tous. Et ce sujet, l'AMF s'en est déjà emparé, puisqu'il y a un guide que j'ai ici, qui a été publié il y a 2 ans, la santé mentale dans la cité. Si ce sujet vous intéresse, ce guide est à votre disposition. Et je m'en suis évidemment inspiré pour vous dire quelques mots. Alors pour moi, il y a trois idées, 3 axes. En tant que maire, adjoint, élu, on peut agir sur les personnes, sur le cadre de vie, et on doit agir ensemble. Alors ça ouvrira peut-être au sujet que traitera mon collègue. Agir sur les personnes, tout d'abord, à travers nos politiques, en prenant soin de la population. Et là, on a évidemment un large éventail, mais ça va de la crèche jusqu'au foyer résident pour personnes âgées, en passant par les écoles, les CCAS, les foyers, les missions locales, tout ce qu'on peut faire dans le domaine du sport et de la santé. Finalement, quelles que soient les politiques que l'on développe, on peut positivement agir sur la santé mentale de nos concitoyens. Plus concrètement, on a, je pense, une mission de repérage de ceux qui peuvent être en difficulté auprès des jeunes, des personnes âgées, des personnes fragiles. Alors dans ce guide, il est cité une expérimentation à Cherbourg, par exemple, de repérage des personnes âgées isolées, parce que le fait d'être isolé aussi a un impact évidemment sur la santé mentale. À Lyon, il y a une belle expérience aussi de permanence d'écoute. Voilà, donc on a déjà des actions concrètes dans les communes de repérage, de traitement, de solutions qui méritent d'être répandues. Et puis par ailleurs, on a aussi une mission particulière pour former nos personnels et puis également sensibiliser la population. Alors à Bordeaux, par exemple, il y a une formation au premier secours en matière de santé mentale. À Mulhouse, dans le cadre de la semaine sur la santé mentale, il y a eu un rallye qui a été organisé. On a pu découvrir les associations, les établissements qui traitent de ces sujets de santé mentale. À Saint-Brieuc, il y a un guide de santé mentale à destination des parents. C'est pas pratique votre affaire parce qu'on tourne finalement toujours le dos à quelqu'un. Voilà, donc je suis absolument désolé, mais et donc on a de ce point de vue-là déjà des actions concrètes dont il faut s'inspirer. Moi, je crois beaucoup aux bonnes pratiques. Voilà. Regarder ce qui se fait ailleurs et puis voir comment on peut les répandre. Il y a dans ce guide de l'AMF des bonnes pratiques, mais peut-être qu'on pourra d'ailleurs l'enrichir par la suite. Agir sur les personnes, agir sur le cadre de vie. La question du logement est évidemment essentielle et il y a le conseil local de santé mentale, par exemple du Val d'Oise, qui a écrit une brochure à destination des bailleurs pour les sensibiliser, les responsabiliser. Il y a la question de l'urbanisme de façon générale. Alors, il y a une étude, on était en réunion au ministère l'autre jour, et on nous a rapporté une étude en Grande-Bretagne qui a démontré que dans certaines rues qui étaient arborées, dans lesquelles il y avait la végétation, de la nature, des arbres, on consommait moins d'antidépresseurs que dans les rues où il n'y avait pas la nature qui était aussi présente. C'est des études scientifiques qui sont très sérieuses. Donc on voit bien que quand on agit sur le cadre
cadre de vie de nos habitants, on agit aussi sur leur santé mentale. Il y a la question de l'éclairage, des mobilités douces, enfin, la sécurité aussi, la propreté. Et pour reprendre une phrase qui est citée dans ce guide d'un maire, que je partage tout à fait, il dit « Il faut toute une ville pour rester en bonne santé ». Voilà, il faut toute une ville pour rester en bonne santé. Moi, je trouve que cette phrase, on peut se la faire nôtre, si vous en êtes d'accord. En tous les cas, je la fais mienne, quoi qu'il arrive. Donc, agir sur les personnes, agir sur le cadre de vie, travailler ensemble, je pense que c'est le troisième axe. Alors, il y a des plans territoriaux de santé mentale, il y a des contrats locaux de santé mentale, il n'y en a pas assez, mais ça, je vais laisser ça à mon collègue de vous en parler. Il y a la question des coordinatrices aussi dans le cadre de ces contrats locaux de santé mentale, et ça renvoie à la question des moyens. Mais le constat qu'on fait aussi, c'est qu'il y a une multiplication des outils, des acronymes, enfin voilà, Étienne vient d'en parler à propos de l'école, et je pense qu'on gagnerait, c'est peut-être un message qu'on peut retenir aujourd'hui, à simplifier un peu tout ça, parce qu'on est déjà très accaparé par beaucoup de conseils, de lieux de réunion, de dispositifs. Alors un mot, si j'ai le temps, non, j'ai pas le temps, un mot peut-être pour... Quand même, c'est important. À propos de la santé mentale, on a parlé de la santé mentale des élus, et à l'occasion de ce congrès, il y a un certain nombre de statistiques, une enquête de l'AMF qui a été publiée. Moi, je voudrais dire un mot de la santé mentale des agents, puisque en tant que maire, on est employeur, et on n'en parle quasiment jamais. C'est vraiment un angle mort. Et si on pouvait au moins poser aussi ce sujet sur la table à l'occasion de ce congrès, 20% des agents de la fonction publique présentent des signes de détresse psychologique, contre 16% dans le privé. C'est plus. Il y a entre 10 et 15% des agents de la fonction publique hospitalière et territoriale déclarent avoir vécu des situations de burn-out sévères. Et une enquête de la Mutuelle nationale territoriale que vous connaissez révèle que près de 40% des agents publics considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment accès à des services de soutien psychologique adaptés. Donc on a dans ce domaine beaucoup à faire. C'est la conséquence de la pression d'une profession professionnelle accrue, de l'exposition émotionnelle, parfois du manque de moyens, aussi parfois de l'isolement. Donc il faut, dans nos communes, développer des espaces d'écoute et de parole, favoriser la formation, renforcer la prévention, proposer des dispositifs concrets. Il y a importance aussi de la culture managériale. Je trouve que nos cadres ont aussi besoin d'être mieux formés pour mieux prendre en compte cette question de la santé mentale. Voilà. Alors je ne peux pas le développer pour laisser la parole à d'autres et surtout à la salle, mais je voulais simplement, en conclusion, ne pas oublier cet angle mort de la santé mentale, qui est la santé mentale de nos agents, qui pour moi est un sujet extrêmement important. On pourra reparler par la suite si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Fasquelle. Donc Gilles Gascon, donc vous êtes maire de Saint-Priest dans le Rhône, et votre présence ici est importante parce que vous allez témoigner de l'expérience de la ville de Saint-Priest, déjà sur le centre de santé, mais aussi sur, je dirais, un dispositif peut-être un peu plus pertinent, un peu plus fédérateur, avec une coordination, ce qu'on peut appeler un groupe ressources, par rapport effectivement à des situations très complexes que la ville gère en lien avec les habitants, les associations. Et voilà, votre regard de maire sur la santé mentale et les solutions concrètes à apporter sur votre ville. Oui, merci Claire. Madame la ministre, chers collègues, alors déjà je voudrais préciser, je suis ni expert ni médecin, je suis maire d'une commune de 50 000 habitants dans la région lyonnaise, une commune qui a traversé des situations compliquées ces 3 dernières années, après le Covid, qui m'ont amené justement à travailler plus en profondeur la problématique de la santé mentale. Des situations dont une ville peut avoir de grandes difficultés à s'en remettre. Certains films d'horreur, j'ai envie de dire, sont des dessins animés à côté de ce qu'on a pu vivre. Et la problématique, alors la ville de Saint-Priest, c'est bien sûr un CLS, un CLSM, un CMP, un CCAS qui est à la pointe. Et je remercie ma directrice du CCAS d'être présente ce matin avec certains de mes élus. Nous mettons tout en œuvre pour essayer d'avancer sur ce sujet de la santé mentale qui, depuis la sortie du Covid, touche de plus en plus de collectivités. Je parle aujourd'hui en mon nom, mais je pense pouvoir aussi parler au nom de certains de mes collègues avec qui j'échange beaucoup.
Et en fait, on se retrouve confronté à des situations qui, au fur et à mesure du temps, sont de plus en plus compliquées avec certains patients qui sont en rupture de soins. Je disais que nous avons un CMP dans ma commune. Après ce qui s'est passé chez nous, je reçois il y a à peu près 3 mois un courrier de l'ARS qui m'indique que par manque de professionnels dans ce CMP, le CMP va fermer. Alors déjà que c'était compliqué, moi je me retourne vers l'ARS en disant mais comment est-ce qu'on va faire? Ça va être de plus en plus lourd à gérer. Puis comme vous le savez, chers collègues, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il y ait des feuilles par terre, c'est toujours la faute du maire, de toutes les manières. Donc on vient taper à notre porte pour nous dire mais comment ça va se passer? Donc je me suis rapproché de l'agence régionale de santé qui me dit, vous savez, monsieur le maire, c'est pas toujours notre faute. On a aussi de nombreux lits qui ont fermé. On a de moins en moins de professionnels. Donc, et puis, on peut pas, nous, enfermer les gens comme ça. Donc, il faudrait voir du côté de la justice. Donc, je m'adresse au procureur. Le procureur me dit, monsieur le maire, oui, je vous entends, mais vous savez, c'est pas toujours notre faute. Il faudrait voir du côté des psychiatres, etc., etc., etc. Donc nous, on se retrouve au milieu de ces situations. Vous avez parlé tout à l'heure de problématiques, de troubles du voisinage, dans les commerces, etc. Enfin, tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, il y a quelque temps, j'ai pris un petit coup de colère, puis j'ai demandé à tous ces responsables, j'ai demandé au procureur de la République, j'ai demandé au directeur de l'ARS, j'ai demandé aux différents responsables d'équipement de centres hospitaliers psychiatriques de me rejoindre dans ma collectivité, dans une salle, pour qu'on puisse discuter tous ensemble et voir comment est-ce qu'on pouvait arriver à pouvoir échanger sur ces sujets pour qu'on puisse s'en sortir. Et bien m'en a pris parce que du coup, on a créé un groupe de situations à risque, un GSR et un GSR urgent, qui nous permet de pouvoir, avec des personnes dédiées, parce qu'il y a aussi la problématique, et ça on le comprend très bien, du secret médical auquel on se heurte, parce que les psychiatres nous disent vous êtes gentils, mais il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Mais on l'essaie d'une façon détournée parce qu'on est confronté à ces situations au quotidien. Donc en créant ce groupe et tous ces professionnels de santé autour de la table, on arrive, quand nous détectons une situation très particulière, de pouvoir se mettre donc autour de cette table avec ces professionnels et de pouvoir avancer pour trouver la bonne solution avant qu'il y ait un drame. Parce qu'ils peuvent être, à un moment donné, ces patients dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour les autres. Et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de pouvoir être attentif et prévoyant sur tout cela. Donc en ayant créé ce groupe de travail, on arrive, alors régulièrement, quand il ne se passe rien, c'est très bien, mais on se voit quand même, de manière à pouvoir étudier certains cas. Et quand il y a une urgence, eh ben on réclame donc cette réunion dans les heures qui suivent. Et là, pour le coup, on arrive à trouver la solution. Et on a les bons numéros de téléphone, les bons intervenants, parce qu'il est souvent très compliqué d'avoir la bonne personne au bon moment qui correspond à la bonne situation. Je vous assure que quand on est confronté à ça, on est quand même extrêmement démunis. Et malheureusement, il a fallu être confronté à ce type de situation chez nous pour qu'on puisse arriver justement à pouvoir mettre tout cela en place. Donc, comme mes autres collègues, Madame la Ministre, nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec votre cabinet. Donc vous allez recevoir aussi à peu près, je pense, les mêmes doléances, en espérant qu'on arrive à un moment donné à pouvoir aboutir à des choses très concrètes et très franchement qu'on puisse arriver à sauver des vies. Voilà, merci. Merci, monsieur Gascon. Merci, Gilles. Je vais inviter Frédéric. Alors, nous allons conclure très, très, très rapidement ces deux séquences. De ce que je retiens, chers collègues, et puis Madame la Ministre, c'est des témoignages concrets, des propositions concrètes, des constats pour lesquels des solutions peuvent exister sur les territoires. Un vrai questionnement sur l'attractivité des métiers, le fonctionnement
des établissements psychiatriques et la question de l'aval, puisque M. Bode l'a bien dit, il faut travailler aussi sur des structures qui puissent accueillir en dehors de l'urgence. Il y a des questions qui relèvent éventuellement de nos politiques menées dans nos collectivités. Il y a des questions qui relèvent du domaine plus large de la santé. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que nous allons ouvrir ce débat. Et puis je laisse Frédéric conclure de son côté et ouvrir le débat. Oui, merci Claire. Et brièvement, d'ailleurs, tu parlais de santé, on a aussi parlé de soins. C'est deux choses différentes, la santé étant plus large que le soin. Et je crois que les maires ont compris, Madame la Ministre, depuis quelques années, notamment depuis le Covid, d'abord que, un peu comme Monsieur Jourdain, vous êtes de la prose sans le savoir, nous nous occupons en permanence de santé au sens large, sans forcément en avoir conscience, en parlant de sport, d'alimentation, d'éducation, etc., de logement, mais que même sur le soin, l'accompagnement des acteurs du soin, aujourd'hui les maires ont compris qu'ils étaient légitimes, qu'ils pouvaient apporter des solutions, être des facilitateurs, et nous défendons aujourd'hui, pour élargir le propos au-delà de la seule santé mentale, nous défendons l'idée d'un service public de soins local, organisé au niveau des bassins de vie, où tous les acteurs se parlent. Au fond, c'était un petit peu le sujet récurrent des différentes interventions. Tous les acteurs se parlent avec, au fond, les élus locaux, et notamment les maires, comme catalyseurs de ce collectif. Voilà, vous êtes aujourd'hui en train de négocier un PLFSS pas simple, dans une année où les enjeux budgétaires sont particulièrement sensibles. Voilà, c'est d'autant plus, nous sommes d'autant plus sensibles au fait que vous ayez choisi de venir nous rejoindre ce matin, d'assister à l'ensemble de cette table ronde. Et vous avez parfaitement joué le jeu, d'écouter sans prendre la parole. Je vous ai vu prendre énormément de notes, Madame la Ministre. La parole est à vous maintenant, encore une fois. Un grand merci de votre présence. Nous allons vous laisser synthétiser ou réagir à ce que vous avez entendu avant de passer la parole à nos collègues à la salle. Merci, Madame la Ministre. Bien, merci à vous toutes et à vous tous. D'abord, merci pour votre invitation. Merci pour votre accueil. Parce que, bon, en définitive, j'ai vécu un peu tout ce que vous vivez tous les jours, puisque j'ai été maire pendant une dizaine d'années, présidente d'intercommunalité aussi, mais maire surtout de ma commune. Et donc, je crois avoir rencontré tous les problèmes que vous venez d'exposer là ce matin. Et donc, oui, je vous comprends parfaitement. Alors, sur les sujets de la santé... Alors, je suis aussi médecin, donc j'ai un regard... alors, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai un regard de soignant sur tous ces sujets aussi. Sur les sujets de la santé mentale qui, aujourd'hui, vous occupent, ça a été bien dit dans cette table ronde, c'est qu'il y a effectivement la santé mentale, la bonne santé, le bien-être mental, et un objectif de conserver le bien-être mental dans notre société, dans notre population, ce qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui. Et bien entendu, la psychiatrie, avec les besoins de soins en psychiatrie et les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, sur lesquelles je vais revenir rapidement. Alors, où se situe le rôle des élus locaux, des maires des élus locaux? Déjà dans la première partie, le bien-être mental de la population, vous l'avez dit, vous pouvez avoir un rôle majeur. Le rôle majeur, c'est, moi je crois beaucoup aux interactions sociales, parce que la solitude est quelque chose de très éprouvant sur le plan psychique et peut tendre, enfin j'imagine que les psychiatres vont dans ce sens également, tendre à bien sûr aller vers des maladies, vers des renfermements, des troubles anxieux et puis progressivement des troubles dépressifs par exemple. Donc nous avons vraiment besoin de travailler, et les maires sont là et travaillent sur ces interactions sociales. Alors les interactions sociales, c'est bien entendu les clubs de sport, la culture, l'inclusion de tous, des actions de lutte contre la solitude, vous en avez parlé, monsieur le maire Fasquelle, qui sont essentielles. Dans les EHPAD, les personnes qui se sentent isolées, et pourtant elles sont entourées, mais également à domicile, puisque le domicile est maintenant devenu
quelque chose d'important pour les personnes âgées, mais également à tous les niveaux, dans la jeunesse aussi, devant ces écrans qui s'isolent complètement de la société et qui manquent d'interaction sociale. Donc on a vraiment des actions à produire et des messages à faire passer. Et les messages à faire passer, c'est de la prévention. Nous sommes aujourd'hui dans une société du soin. Il faut que nous arrivions à être dans une structuration de la santé qui passe par la prévention. Et là, je crois beaucoup que les maires et les communes peuvent agir véritablement sur cette prévention. Que ce soit donc la lutte contre l'isolement, mais le bien-être physique, la bonne alimentation, les bons conseils de santé en bonne forme. La bonne forme physique induira une bonne forme mentale bien souvent. Les deux sont... Moi, je ne scinde pas la santé de quelqu'un entre... Je ne scinde pas la santé de quelqu'un entre le physique, le somatique et le mental. C'est une même personne qui a ces troubles. Donc on a vraiment, vous êtes vraiment et toutes ces politiques-là de proximité, de mise en relation, de prévention, c'est vous les premiers maillons qui pouvaient porter cela. Alors quelquefois, vous voyez, je suis du Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, on fait beaucoup de fêtes l'été. Les fêtes l'été dans le Sud-Ouest, au-delà de tous les clichés que l'on peut voir sur des consommations alcoolisées trop importantes, etc., ce sont des faits de société qui permettent aux gens de se retrouver. De se retrouver et de se retrouver avec une diversité, toute la diversité de la société est là, les gens se mélangent, se parlent, partagent des moments, et c'est un moment qui, me semble-t-il, pour la santé mentale de nos concitoyens, ce sont des bons moments. Alors vous connaissez tout ça, hein, vous faites tous, vous organisez aussi des moments de joie et de retrouvailles qui sont des moments importants, je crois, pour la santé mentale de la société. Bon, ça, ce sont des actions très positives qu'ont les maires et qu'il faut continuer de structurer dans les communes, que les gens se parlent, se rencontrent voilà, c'est à mon sens quelque chose de majeur. Et puis ensuite, il y a tout le reste. Tout le reste, c'est effectivement la santé mentale dégradée et la santé psychique altérée. Alors, le Premier ministre a déclaré grande cause nationale la santé mentale en 2025. Ça nous donne... M. Fasquelle y participe, Mme Malatré aussi, ça nous donne une grande responsabilité commune. Mais je crois que l'idée, c'est de déstigmatiser, d'en parler. De parler de prévention, de parler de détection précoce, de parler d'accompagnement et de parler d'amélioration des solutions qui existent. Donc il faut vraiment que nous portions tout cela en interministériel, parce que ce n'est pas que le ministère de la Santé qui est à la manœuvre. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère du Travail, la santé au travail. Mais quel morceau important nous avons là devant nous, quel champ important nous avons là devant nous. En fait, tous les ministères, le ministère de l'Environnement aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de... C'est interministériel, donc ce travail se fera à cette échelle. L'idée, c'est d'en parler, de déstigmatiser et de mettre en œuvre des solutions. Une fois que nous avons dit cela, dans la santé mentale, il y a la psychiatrie et les sujets de difficulté de ce domaine de la médecine et de la santé dans notre pays. Je suis désolée, mais nous n'avons pas de psychiatres. Nous n'avons pas assez de pédopsychiatres. Et moi, je ne sais pas comment faire pour trouver des solutions si je n'ai pas les professionnels. Je le dis facilement. Alors, bien entendu, il faut rendre attractive cette filière de la psychiatrie. Aujourd'hui encore, aux examens d'internat, la spécialité de psychiatrie ne remplit pas toutes les places qui sont ouvertes. Donc on a un véritable sujet d'attractivité de cette spécialité. Ce n'est pas une spécialité technique et technologique, mais c'est une spécialité, à mon avis, assez formidable
et qui nous est, nous, qui est indispensable à la société. Donc on a besoin de travailler sur l'attractivité de ces métiers. Bien sûr que l'on travaille aussi à déployer des solutions avec des infirmiers en pratique avancée de psychiatrie, que nous arrivons à déployer potentiellement dans des endroits nécessaires, que ce soit dans les services et les lits, mais que ce soit aussi, par exemple, dans les CMP, où il manquerait des professionnels. Voilà. Donc, nous mettons en œuvre tout cela, mais vous avez bien compris que former un psychiatre, ça ne se fait pas en un an. C'est 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et donner envie aux étudiants de choisir cette formation, eh bien, il faut que nous soyons actifs au niveau des universités et bien entendu dans les CHU qui ont ces étudiants, qui travaillent avec ces étudiants dans les années d'externat pour intéresser ces étudiants à cela. Mais oui, il faut sortir aussi des CHU et proposer des stages à l'extérieur des CHU pour que les étudiants s'imprègnent des besoins des territoires et s'imprègnent aussi des différentes spécialités. Donc gros travail à faire sur la formation. Et puis ensuite, oui, gros travail à faire aussi sur l'hôpital, les lits à l'hôpital, mais il nous faut des professionnels. Les CMP qui doivent être armés, mais là aussi, il nous faut des professionnels. Donc moi, je sais ce que vous mesurez à l'échelle de chaque territoire. Chaque territoire n'a pas d'abord les mêmes particularités parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes personnes, c'est très différent. Je suis allée dans des départements où il y avait une organisation de la prise en charge de la psychiatrie qui était assez remarquable, avec voilà, une prise en charge hospitalière et puis l'aller vers dans tout le département qui était complètement coordonné. Et je pense par exemple, nous sommes allés avec le Premier ministre dans la Vienne, Poitiers et puis tout le département avec vraiment un système exemplaire mis en œuvre. Mais il y a beaucoup de départements, et le mien en fait partie, où c'est pas du tout satisfaisant. Donc nous devons effectivement, au travers des fameux contrats locaux de santé mentale, travailler avec et aussi les fameuses CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, travailler avec tous les acteurs locaux, y compris les personnes qui ne sont pas psychiatres, les médecins généralistes, tous les soignants des territoires, les pharmaciens, les kinés, enfin les dentistes, tous les soignants des territoires, travailler à une organisation pour arriver à repérer, à pouvoir aider, parce que plus on prend quelqu'un précocement, je pense que vous ne me direz pas l'inverse, moins on est en difficulté et plus on peut facilement traiter la personne et la sortir de sa crise potentielle. Donc on a vraiment besoin de travailler avec vous à l'échelle de chaque territoire pour construire un petit peu, avec vous et l'ARS bien sûr, et tous les acteurs des territoires, pour construire des solutions et bien sûr ces fameuses aussi équipes mobiles qui pourront intervenir et puis répondre à l'accès aux soins non programmés aussi, ce qui est aujourd'hui ce que nous développons avec les services d'accès aux soins, pour qu'il y ait des consultations de psychiatrie possibles dans ces services d'accès aux soins non programmés, donc quelqu'un en difficulté que l'on peut adresser à un professionnel qui pourra le recevoir dans de bonnes conditions. Et puis, nous avons quand même mis en œuvre Mon Soutien Psy, qui est cette consultation accessible maintenant sans adressage. C'est-à-dire quelqu'un peut y aller directement, donc vous pouvez conseiller, vous, sur le terrain, si vous voyez des personnes en difficulté, à ces concitoyens-là, d'aller chez un professionnel dans le cadre de Mon Soutien Psy, où il y a 12 séances par an prises en charge par la sécurité sociale auprès de psychologues pour venir justement aider à prendre ce premier accès à la santé mentale en définitive, ou aux difficultés de santé mentale, avant d'avoir un adressage plus spécialisé, par exemple auprès d'un psychiatre. Donc voilà, tout ça est à mettre en coordination et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas simple, mais je crois que vous pouvez compter sur les délégations territoriales, départementales pour vous aider
dans cette réflexion. Sur les professionnels de santé, moi, alors, j'ai pas le temps de me déplacer assez parce que j'aime beaucoup être sur le terrain. Malheureusement, je suis un peu coincée avec nos affaires de budget en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais je vois des professionnels de santé très motivés aujourd'hui pour construire des solutions territoriales d'accès à la santé et notamment d'accès à la santé mentale. Donc voilà. Et nous sommes... Pour ce qui est de la partie de mon ministère, nous sommes derrière tout cela. Je veux quand même dire qu'avec la stratégie de santé mentale qui a été mise en œuvre et de psychiatrie mise en œuvre par le délégué ministériel, professeur Bellivier, nous avons passé les budgets du ministère de l'assurance maladie pour la psychiatrie de 9 milliards à 12 milliards. Donc c'est en 3 ans. C'est une augmentation de 30%. Donc je veux dire, c'est un sujet que l'on a identifié comme un sujet prioritaire à déployer sur le territoire. Équipe mobile, renforcer les CMP, organiser, comme vous l'avez dit, les lits d'hospitalisation nécessaires et le soutien, bien sûr, dans le dépistage précoce, la prévention, le dépistage précoce et l'accompagnement. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vais répondre à vos questions puisque je pense que c'est ce que vous souhaitiez, mais je veux vous dire à nouveau que voilà, la médecine en général, les structures de soins en particulier, ou les structures d'équipes mobiles, enfin tout ce qu'on peut déployer au niveau de la santé, que ce soit la santé tout court ou la santé mentale, c'est un problème d'aménagement du territoire. Et il faut l'inclure dans les réflexions d'aménagement du territoire. Quand vous réfléchissez à vos documents, alors on parle toujours de documents d'urbanisme, quand on fait des PLU, des SCOT, des PLU, toutes ces choses, PLUI maintenant, toutes ces choses-là, on pense toujours aux zones commerciales, aux bassins de vie, au logement, à la mobilité, à toutes ces choses-là, et je sais que vous connaissez parfaitement tout cela. Pensons aussi en même temps à inclure les sujets de santé. Parce que ça, pour moi, c'est un véritable enjeu collectif à l'échelle de bassin de vie, ce que vous connaissez bien. Pensons aussi à inclure la réflexion de la structuration de la santé, qu'elle soit préventive, très important, ou qu'elle soit, bien entendu, les structures de soins. Et ça fait partie, je crois, de ce que nous avons besoin véritablement d'intégrer. Je dis nous parce que je me mets toujours avec vous, que nous avons besoin d'intégrer, y compris dans mon ministère, mais aussi dans les collectivités locales, pour mieux aménager nos territoires et mieux rendre ce service à nos concitoyens. Merci, Madame la Ministre. Voilà. La santé, sujet d'aménagement du territoire. Je crois que c'était un peu le propos de Nicolas tout à l'heure. On a le temps pour quelques questions. Je sais que j'ai beaucoup de doigts à se lever. J'ai la présidente de l'association Habitat et Santé, Madame Corradetti, qui est là. Je vais lui passer la parole un bref instant. Et puis j'ai voilà, quelques mains qui se lèvent aussi. Je propose qu'on fasse un tour de questions et qu'ensuite vous ramassiez votre réponse. Madame Corradetti, en quelques mots avant de passer la parole à la collègue qui est devant vous. Merci. Madame la Ministre, je suis actrice de la lutte contre la grande précarité. Nous fédérons des appartements de coordination thérapeutique, des lits d'accueil médicalisé et des lits d'accueil de soins santé. Nous nous apercevons en 2023 que plus de 3000 personnes n'ont pas pu bénéficier de nos établissements, faute de place, alors que nous pourrions les désengorger, en l'occurrence les hôpitaux, puisque je vous rappelle que nous accueillons des personnes en grande précarité avec des maladies chroniques. Donc un tiers des personnes ont des problématiques psychiatriques. Pensez-vous pouvoir inclure dans la grande cause nationale la précarité ? Merci Madame la Présidente. Et encore une fois, on va prendre quelques questions d'affilée en rafale. Chers collègues. Bonjour à tous. Je m'appelle Ghislaine Pascal. Je viens du département le plus âgé de France, c'est-à-dire la Martinique, le territoire, la collectivité territoriale, la Martinique. Avec le plus âgé de France, avec tous les problèmes de démence que l'on connaît. Mais mon intervention porte sur un autre public qui, à mon sens, a été oublié.
Vous savez que les Antilles-Guyane sont la plaque tournante de la drogue. Et donc nous avons beaucoup de jeunes qui, parce qu'ils se sont retrouvés ni en formation, ni en emploi, mais en drogue, développent des pathologies. Et donc viennent grossir. Le public a besoin psychiatrique et a besoin de suivi. J'ai entendu M. Étienne Pau dire qu'il faut des formations croisées. Il me semble, je ne connais rien en psychiatrie, hein, mais ne faut-il pas prévoir une prise en charge spécifique pour ces publics? Parce que ce sont des enfants qui sont nés sains, qui sont nés avec toute leur tête, avec tous leurs membres, mais parce qu'ils ont été happés par ce problème, développent des pathologies. Et quand on sait que l'un des objectifs annoncés ici, c'était de, je l'ai noté, prendre en charge les cas complexes. Ces jeunes constituent pour moi des cas complexes. Dans un contexte de dégradation de l'offre de soins psychiatriques, je ne vais pas vous dire que l'hôpital de Colson est démantelé et que la prise en charge psychiatrique en Martinique pose problème. Par conséquent, il me semble que c'est un vrai souci. J'ai entendu M. Gascon dire qu'il faut sauver des vies. Moi, je dis qu'il faut sauver un territoire parce que nous avons un volant de personnes âgées, très important, et nous avons des jeunes en difficulté. Et nous savons tous que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il faut développer un volant des drogopsychiatres. Je laisse ça à votre réflexion, mais ça me pose problème. Je vous remercie. Merci. Je demande que les questions soient vraiment très courtes parce que nous allons être chassés de la salle. Voilà. Bon, vite fait, bien fait. André Rousset, le maire de Loris, j'étais éducateur dans les quartiers nord de Marseille pendant 40 ans et thérapeute de couple. Plus on intervient tôt, plus on fera des économies de coûts. Le coût, c'est important, mais surtout de souffrance. Et comme disait M. Pio, il n'y a pas que des psychiatres et des psychiatres, il n'y en a plus. Il y a des éducateurs spécialisés, il y a des travailleurs sociaux. Moi, je vous dis que même l'enfant, avant de naître, je peux vous dire s'il va y avoir des problèmes hein, quand on écoute les parents. Il y a des problématiques qui passent d'une génération sur l'autre. Des psychiatres, il n'y en a plus. Il faut faire aussi sans les psychiatres. Donc, comme vous le dites, hein, la détection précoce, l'accompagnement tôt, même avant la naissance, on fera des économies et de coûts. Et puis ne parlez plus des psychiatres, il n'y en a plus. Il n'y a pas que. Merci. Une question là-bas, et je passe le micro ici. Oui. Oui, bonjour. Donc Loïc Richard, maire de Riedisheim en Alsace. Je voudrais juste évoquer également un public un peu particulier, un axe très sensible d'ailleurs de la santé mentale, puisqu'il s'agit du public radicalisé. Aujourd'hui, il y a des programmes qui se déploient dans les territoires, les PJ-PDR, hein, les programmes de prévention de la radicalisation. Et quand on regarde aujourd'hui et qu'on analyse les profils qui sont remontés, signalés soit par l'éducation nationale, soit par l'administration pénitentiaire, on se rend compte qu'une grande partie, 20-30%, sont des personnes relevant de la santé mentale ou de la prise en charge psychiatrique. Or, quand on contacte les DT, hein, les ARS, elles ne sont que très peu partie prenante en fait, sur ces sujets ou très marginalement sur les territoires, parce que ça ne fait pas partie de leurs prérogatives et des instructions qui sont données pour... Et or, elles se concentrent aujourd'hui, compte tenu de moyens limités, sur leurs obligations. Donc, compte tenu de ce qui a été évoqué, de l'engagement du Premier ministre, peut-on imaginer que cette situation évolue dans les prochains mois, malgré la situation, je dirais, des finances contraintes? Voilà. Merci, Madame la Ministre. Les deux dernières questions, sinon Madame la Ministre n'aura pas le temps de répondre. Oui, bonjour Madame la Ministre. Laurence Pagès, je suis adjointe sur le CCAS et Solidarité de la ville de Montauban. Oui, un constat, ça va très mal, santé mentale. Je ne peux que louer et que vous encourager à continuer à financer les maisons relais et les pensions familles. J'ai pu en ouvrir 3 et c'est un bonheur d'être compensé financièrement et je peux abriter et mettre en protection 75 personnes. Par contre, ma demande forte qui est en lien avec mon vrai métier, celui d'infirmière scolaire dans le 4e plus gros bahut de France. Monsieur Pau, vous avez cité le mot de prévention avec des dispositifs que je connais bien, hein.
Mais par contre, qu'est-ce que je fais, moi, de mes élèves qui se scarifient, qui se mutilent, qui se suicident, avec une unité des ados en crise, 8 places, dont 6 sont occupées par nos élèves, avec une maison des ados qui a 14 financeurs et qui passe plus de temps à courir après les financements plutôt qu'à être en frontal avec les gamins. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette prévention primaire? Donnez-nous les moyens, et comme l'a dit le monsieur de Marseille, là, qu'on puisse agir en avant pour éviter le après qui coûte très cher. Je n'ai malheureusement plus le temps, merci, plus le temps que pour une seule question. On va être chassé de la salle ensuite et il faut que Madame la Ministre puisse répondre. Madame la Ministre, bonjour. Je vous transmets les salutations de Philippe Croison, en fait, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est mon ami et associé dans l'application Very Important Parking. Vous, dans votre ministère, vous parlez de la santé et de l'accès aux soins, et l'accès aux soins passe aussi par l'accessibilité des lieux publics de soins. On référence dans l'application l'ensemble des lieux publics accessibles, mais je suis également le parent d'enfants qui sont concernés par la santé mentale, et j'ai pu constater effectivement la carence dans les établissements publics, notamment de psychiatrie, de l'accompagnement qui était les leurs. Donc j'appelle de mes voeux en fait une année 2025 très orientée vers cette problématique-là, qui me touche directement, et j'espère que cet appel sera entendu par votre ministère. Merci. Madame la Ministre, alors je frustre malgré moi beaucoup de collègues qui avaient aussi d'autres questions, sûrement très légitimes, mais je vous cède la parole puisque dans 5 minutes nous quittons la salle. Madame la Ministre. Bien, je vais essayer d'aller vite. Bon, sur l'accessibilité des lieux publics et des lieux de santé, je vais prendre la dernière. Dans la conférence nationale du handicap qui a eu lieu en 2023 et que j'ai eu l'honneur de mettre en œuvre et que le président de la République a porté, il y avait quand même des enveloppes très conséquentes pour aider les professionnels à pouvoir mettre en accessibilité leurs locaux. Alors ça, c'est un vrai sujet et ce fonds est loin d'être dépensé. Donc, passer le message, il y a de l'argent pour mettre en accessibilité les locaux. Pour le reste, l'accessibilité des soins et l'accessibilité surtout, est-ce que tout doit se traiter dans des structures sanitaires? Non. Les structures médico-sociales sont essentielles, et M. Pau en a parlé tout à l'heure, et d'autres intervenants en ont parlé. Mais là aussi, parce que vous avez d'abord des pathologies psychiatriques qui génèrent un handicap. Ce sont des personnes considérées comme des personnes en situation de handicap. Le handicap n'étant pas une maladie, le handicap étant la conséquence de quelque chose. Donc, que ce soit un handicap du trouble du neurodéveloppement ou une maladie psychiatrique, il peut y avoir, et nous avons besoin de structures médico-sociales adaptées. Et là aussi, dans cette conférence nationale du handicap, il y avait quand même 50 000 solutions à construire avec des appels à projets qui sont faits pour des porteurs de projets pour que ces solutions se mettent en œuvre. Et ça, je sais que cette année, il devait y avoir 200 millions, c'est passé à 260 ou 280 millions. L'enveloppe a été augmentée. Donc voilà, tout ça est sur la table et se construit aujourd'hui et je pense que c'est important. Vous avez parlé de maisons relais, maisons des adolescents. Le Premier ministre s'est engagé à multiplier par 2 les maisons des adolescents sur le territoire. Je pense que c'est une bonne nouvelle quand même, parce que c'est une prise en charge qui est à la fois de premier accès, assez souple et qui dénoue beaucoup de situations. Donc oui, on va travailler à rendre le fonctionnement, enfin disons, les soucis de fonctionnement de ces maisons des adolescents plus simples et à faire en sorte qu'ils puissent se consacrer à leur mission et plus ce que vous avez dit est tout à fait intéressant pour que l'on puisse simplifier en tout cas le mode de financement de ces maisons des adolescents. Monsieur Rousset de Marseille ou du coin de Marseille, vous avez raison, il y a les psychologues qui ont une place à part un peu, qui ne sont pas des professionnels considérés comme des soignants, mais dont nous avons... il va falloir que l'on trouve aussi la juste place pour la psychologie clinique, pour les psychologues cliniciens. Donc ça, c'est parce que nous reposons aussi sur eux dans beaucoup de sujets.
que ce soit dans les CMP, les CMPP, que ce soit pour mon soutien psy, nous faisons appel aux psychologues et c'est un vrai sujet. Nous avons aussi les psychomotriciens, les éducateurs spécialisés, tous ceux qui travaillent dans le domaine. Et la détection précoce, oui, il n'y a pas que des psychiatres, mais on a besoin quand même de psychiatres. Voilà, il nous faut les deux. Les Outre-mer, je connais les sujets, j'ai eu le plaisir d'aller dans alors pas en Martinique, mais d'aller dans des départements d'Outre-mer pour parler de ces sujets de besoins de structures médico-sociales surtout, qui viennent en soutien de ce dont vous parlez. Là aussi, il y a un programme spécial pour les départements d'outre-mer qui a été mis en œuvre pour les établissements médico-sociaux afin de pouvoir venir en soutien des familles, notamment des enfants dont vous parlez. Oui, il y a les addictions, oui, il y a aussi toutes les solutions, enfin les problèmes d'alcoolisation fétale sur lesquels on a véritablement des programmes en cours pour faire diminuer tous ces sujets qui sont des sujets de facteurs de risque pour développer une maladie mentale ensuite. Mais on connaît bien la spécificité des départements d'outre-mer et on y travaille avec mon collègue Paul Christophe à des solutions. Et puis la grande précarité, je suis d'accord, nous avons déployé et nous déployons aussi des équipes mobiles pour aller au contact de ces personnes en grande précarité. C'est très important. Et oui, nous devons continuer à déployer des solutions qui sont des solutions de soutien. Et moi, ce que je voudrais, c'est éviter qu'ils se précarisent. Et là aussi, nous avons besoin d'avoir des actions en amont. Par exemple, au niveau de l'ASE, qui est un véritable... malheureusement, souvent, c'est beaucoup de jeunes qui sont à l'ASE finissent en grande précarité après. Il faut agir en amont. Et nous avons beaucoup de travail dans le domaine. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci de votre attention à nos travaux. J'aperçois mon collègue maire d'Arras, Frédéric Le Turc, à qui je vais céder la place puisque nous allons dans cette salle désormais parler d'éducation. Et je pense que les deux sujets sont liés. Merci à toutes et à tous de votre attention.